long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant de commencer, je voulais simplement présenter ce numéro de nos confrères de Basket Le Mag qui sortent leur numéro 70 dédié à Kobe Bryant et dans lequel ils nous ont fait le plaisir et l'amitié de faire une interview pour parler un petit peu de Rivers, de l'évolution depuis le magazine jusqu'au MOOC que vous connaissez aujourd'hui, un petit peu la philosophie de la rédaction, tout ça. Donc voilà, on leur passe le bonjour. Merci encore à Yann pour l'interview. On vous engage à soutenir la presse de qualité, la presse de niche de qualité. Vous savez que la presse papier c'est pas forcément facile, mais il faut soutenir les acteurs du basket et de la communauté basket. Ils font bien leur travail. Donc voilà, on remercie encore Basket Le Mag de nous avoir fait une petite place parmi leurs pages. Voilà, donc cette petite parenthèse refermée, je suis rejoint avec plaisir non seulement par Antoine Pimel, mais surtout par Shai Mamou. On peut dire que c'est quand même le comeback qui était le plus attendu depuis Jojo en 95 à peu près. Je sais pas si vous avez vu la une de l'équipe avec marqué "Je suis de retour", tout en sobriété à la une. Shai, comment ça va depuis le temps? Ça va, écoute, je lutte contre le grand remplacement qu'on a tenté de m'imposer avec la jeunesse de Benjamin, mais voilà, je suis de retour, voilà. Antoine, comment ça va? Finalement, tu peux le dire, hein, tu peux nous le dire maintenant, on est juste entre nous. Tu préfères quand c'était Benjamin, c'est ce que tu me disais ce matin. Ça crée des embrouilles dans le podcast Reverse. Je vois, ça c'est pour gonfler nos vues, je vois, on crée des bifs et tout, c'est bien. Mais oui, c'est toujours ça le nerf de la guerre. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on voulait parler de deux équipes en pleine forme du côté de la conférence Ouest. Deux équipes qui prétendent à pas mal de choses, mais pas forcément aux mêmes choses. On veut parler tout simplement des Los Angeles Lakers et des Memphis Grizzlies. Je vous propose à tous les deux qu'on commence par un petit point sur Los Angeles. De toute façon, que ça marche ou que ça marche pas, c'est toujours une équipe qui fait beaucoup couler d'encre. Que ça parle, ça fait que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons, entre les tweets, les sous-tweets, les phrases citées par des journalistes, puis les corrections faites par LeBron par tweet de réponse. C'est jamais très clair de voir ce qui se passe vraiment du côté des Lakers. Ce qu'il faut remarquer malgré tout, c'est que pour l'instant ça va un petit peu mieux, malgré la blessure Anthony Davis est toujours blessé. Quand il était sur le terrain, il y avait déjà un renouveau. Là, il est blessé, mais avec LeBron qui a haussé son niveau de jeu, les Lakers retrouvent des victoires. Comment est-ce que vous sentez les Lakers, tout simplement, question un petit peu bateau, à ce moment de la saison, avec quand même les ambitions affichées, notamment par LeBron qui dit qu'il ne veut pas finir sa carrière en jouant rien, qu'il ne peut pas se permettre de rester dans une espèce de médiocrité collective. Comment est-ce que vous voyez l'équipe en ce moment et ses résultats récents? Moi, je vous avoue que je commençais quand ils ont fait leur série de 4 défaites de suite avec Anthony Davis qui était blessé, LeBron qui commençait à nous refaire du passif-agressif dans les réponses, je commençais à me dire que les Pelicans devaient bondir sur le canapé tranquille en se voyant déjà peut-être le soir de la loterie avec Victor Wembanyama. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient un rebond aussi spectaculaire. Alors spectaculaire, toute proportion gardée, parce qu'il y a eu 5 victoires, c'est très très bien. Mais c'était pas que contre des équipes de gros calibre, mais ils sont en train de profiter de difficultés de certaines autres équipes qu'on mentionnera peut-être, les Phoenix et compagnie, les Clippers aussi notamment, et finalement en gagnant les matchs, pas toujours en jouant fantastiquement bien, mais en faisant le job, notamment LeBron, notamment d'autres role-players qui recommencent à pointer le bout de leur nez, mais finalement ils sont pas si loin que ça du compte, alors que je les imaginais peut-être pas en roulis pour la deuxième partie de saison parce qu'il reste quand même beaucoup de matchs, mais au final ils sont dans le coup et je suis bien plus optimiste pour eux que je l'étais il y a pas très longtemps. Donc on va dire que leur dynamique est bonne, que LeBron va bien et qu'il y a une petite lueur d'espoir si tu récupères Anthony Davis dans pas trop longtemps. C'est pas insensé de croire même à une place dans le top 6, tellement cette conférence Ouest, comme on le dit depuis le début de la saison, est extrêmement ouverte. Et donc même les Lakers qu'on était prêts, ou en tout cas j'étais prêt à enterrer il y a pas longtemps, ils sont là, ils sont pas morts. Ouais, moi je sais pas si c'est comme ça que je l'ai, enfin comme ça. Je vais dire, je réagis pas au propos de Shai, pardon. Disons que
ils ont intérêt à être en mission. Je ne sais pas si je les sens en mission, pour revenir du coup sur ma phrase, je ne sais pas si je les sens en mission, mais je pense qu'ils ont intérêt à eux se sentir en mission. Je pense que LeBron est en mission et j'ose espérer que ses coéquipiers vont suivre le rythme. Ça a l'air d'être le cas pour l'instant, mais lui, il a l'air déterminé. Et ouais, je pense qu'il y a une espèce de facteur de on se met à gagner et les autres ils se mettent à perdre qui d'un coup peut complètement trop lancer, tu vois, comme l'a dit Shai. Non seulement ils sont sur la bonne dynamique, mais leurs concurrents directs sont sur la mauvaise dynamique. Phoenix est complètement à la rue, mais complètement à la rue depuis qu'il y a eu cette histoire de Chris Paul, Kim Kardashian. Attends, c'est pire que ça. Non, moi je dis, c'est plutôt depuis que Florent Baudin est venu faire le podcast. Ouais, C'est ce que ouais. j'allais dire. 13 défaites en 17 matchs. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont cata. Ils sont presque au stade où tu peux te demander, au fait, nous, on peut tanker ou pas? Genre, on a le droit, tu sais, genre, tu lèves la main. Est-ce que nous aussi, on a le droit ou pas? Genre, Devin Booker, il rate 4-5 mois. Non, c'est moche. Portland est moche. Les Clippers sont moches. Les Clippers sont moches. J'ai un peu plus d'espoir pour les Clippers que pour les deux autres que je viens de citer. Ouais, Phoenix, si juste un aparté. Phoenix a un calendrier ultra rude sur les 7-8 prochains matchs, donc ça va être très très dur pour eux. Donc en fait, ouais, voilà, tu mets ça et à côté de ça, tu mets les Lakers qui se mettent à gagner. Tu te dis, bah, tu as d'autant plus de raisons d'y croire. Je pense aussi, il y a un truc à Los Angeles, c'est que je pense que tout le monde sait à peu près que bon, bah, l'équipe qui est là, il y a de fortes chances que ça reste cette équipe-là toute la saison. Et qu'il y a un peu moins, tu sais, d'incertitude. Je pense que Russell Westbrook est devenu intransférable. On va en parler, mais je pense que avant, il était intransférable pour son contrat. Maintenant, il est intransférable dans le sens où tu auras l'impression de te faire carotte si tu récupères pas vraiment du lourd en échange, en fait. Et je pense qu'avec son rôle et tout, ils sont obligés de le garder. Il est quand même vraiment intéressant en sortie de banc et ça donne vraiment quelque chose. Donc, quelque part, il y a un peu moins d'incertitude sur l'effectif, même s'il y en a toujours. On se dit toujours que les Lakers peuvent faire un move. Et je pense que ça apporte forcément un peu de sérénité pour les gars qui sont là, quoi, de se dire, bon, bah, ok, bah, nous, maintenant, nous, c'est ça. Voilà. Nous, c'est ce groupe-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? On gagne des matchs. On gagne des matchs sans notre deuxième meilleur joueur ou meilleur joueur. Jusqu'où on peut aller. Je pense que cette équipe a vraiment une carte à jouer. Ouais, pour le play-in. Ouais, voilà. Pour le play-in ou éventuellement, effectivement, pour une qualification directe ou semi-directe pour les playoffs, ce qui est pas impossible, ce sur quoi on n'aurait pas forcément parié il y a pas si longtemps. Ce qui est intéressant, effectivement, par rapport aux dernières déclarations de LeBron, sur lesquelles il s'est un peu reprise, là, qu'il laissait quand même entendre qu'il attendait que les Lakers fassent un move. Et je pense qu'on va pouvoir parler de Westbrook assez vite, Antoine, parce que la question, c'est quel move, en fait. Et je partage ton avis au sujet de Russell Westbrook. Début de saison intransférable en raison de son contrat. Et aujourd'hui, effectivement, tu disais intransférable parce qu'ils auront l'impression de se faire carotte. Et aussi parce que s'ils ont des objectifs à court terme, ça ne sera pas si simple que ça pour eux de retrouver un joueur qui puisse leur apporter ce que Westbrook leur apporte au bout du compte. J'ai quelques chiffres et puis après je vous passe la parole. Aujourd'hui, donc sur la saison, Westbrook, c'est presque 15 points de moyenne, 6,4 rebonds, 7,9 passes décisives. C'est le meilleur passeur des Lakers, c'est leur 4e meilleur rebondeur et c'est le joueur qui a joué le plus de matchs. Donc c'est le joueur sur lequel ils ont le plus pu s'appuyer toute l'année et c'est pas si simple au bout du compte de retrouver de la monnaie d'échange qui pourra leur permettre dans l'instant d'avoir au moins le même niveau ou du moins même de progresser vu que ça serait l'idée d'un trade et surtout de ne pas hypothéquer l'avenir pour autant, quoi. C'est ça le problème parce que si on met de côté Westbrook, du coup si on considère qu'il n'est pas tradable, ça implique de se séparer des pics et des futurs pics et visiblement, là, ils sont complètement fermés à cette option-là et ça peut aussi se comprendre dans un sens, malgré les déclarations de LeBron sur le fait qu'il n'a pas envie de finir sa carrière comme ça, etc. Il a contribué à la construction de cette équipe, mine de rien. Enfin, il fait partie du truc. Ils peuvent pas juste là comme ça pour lui faire plaisir, je pense, dire bon on va balancer tout le futur pour essayer éventuellement de te ramener des joueurs corrects maintenant. Mais en fait, ils sont toujours dans une forme d'impasse. Mais c'est un peu moins dark qu'il y a quelques semaines. C'est ça le truc. C'est que là, on voit à peu près un semblant de... il y a une petite identité de jeu. Les meilleurs joueurs, même s'il n'y a pas Davis, LeBron, il est quand même très, très performant. Westbrook va mieux. Moi, je le trouve... Je suis vraiment pas son plus grand défenseur, mais je le trouve irréprochable. Et sur le plan professionnel, voilà, il fait son job. Il est positif. Il râle pas alors c'est un MVP qui sort du banc, quoi. Ça reste théoriquement une anomalie. Il y a d'autres joueurs autour qui font un peu leur job aussi.
Schroeder fait du bon boulot, Thomas Bryant fait des trucs intéressants. C'est juste que on a du mal à les imaginer en l'état actuel dans une série de playoffs, en tout cas sans Anthony Davis dans une série de playoffs, et encore plus dans une série de demi-finale ou au-delà, ça paraît inconcevable. C'est juste que la situation est un peu moins, j'ai presque envie de dire humiliante, parce que c'était humiliant ce qu'ils avaient, c'est-à-dire que avec l'histoire du pic à donner à New Orleans en plus, tout était humiliant, t'as l'impression de gâcher les dernières années d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et tout ça. Et là, c'est un peu plus digne et honorable, on va dire. Donc, j'ai du mal à aller plus loin que ça. Il y a un truc sur les pics, de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, s'ils voulaient transférer Westbrook, ils auraient dû les lâcher. Donc je pense que de toute façon, la question, là, pour le coup, depuis le début, c'est vraiment est-ce qu'on lâche ces pics ou pas. Je vois beaucoup de critiques du front office des Lakers sur Internet, souvent à juste titre. C'est vrai, quelque part, c'est un peu. Le front office la joue un peu en mode ah bah on attend de voir, mais bon évidemment on sait que tant que tu renforces pas cette équipe, bah elle va pas forcément briller et à la fin tu vas te retrouver à dire bon bah on est en février, au final on n'a plus aucune chance, on lâche pas les pics. Mais quelque part, comme tu l'as dit Shai, LeBron James il a quand même poussé pour ce move de Russell Westbrook, c'est un peu l'équipe qu'il a contribué à construire. Je pense qu'à un moment, il faut que lui aussi puisse assumer ça. Je veux dire, ça a été tellement documenté, le fait que LeBron et Anthony Davis et Clutch ont poussé, et Clutch Sport ont poussé pour avoir Russell Westbrook. Ça peut pas être juste une rumeur. À ce stade, je pense qu'il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Il faut quand même en avoir presque un fait, quoi. Faut rappeler ce qu'a dit DeRozan. DeRozan pensait que c'était plié et qu'au final, ils ont fait le move plutôt que de le faire venir lui, ils ont fait venir Westbrook via le trade, quoi. Et puis il y avait aussi l'histoire du move. En fait, il y avait tellement d'histoires différentes que c'est très dur de suivre. Il y avait aussi, ils avaient un trade en place avec Sacramento pour Buddy Hield. Bon, en tout cas, qu'ils aient pas fait le move avec Indiana. Moi, je reste persuadé que si tu rajoutais Buddy Hield et Miles Turner, cette équipe, elle pouvait pas jouer le titre, même avec cette conférence Ouest ouverte. Je pense quand même que c'était trop juste de toute façon. Donc bon. Voilà, c'est juste un petit bémol. Je pense que le front office des Lakers fait effectivement plein de bêtises ou de choix un peu contestables, mais quelque part, donc, ils continuent à s'accrocher à l'épique, je comprends. Je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre, mais juste c'est différent. En fait, c'est Patrick Beverley. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de saison, on avait fait un pod un peu sur les Lakers. On disait le gros problème, c'est qu'on ne sait pas qui c'est qui peut jouer autour de LeBron et Anthony Davis. On a l'impression qu'autour, tout est nul. Aujourd'hui, ils ont quand même un top 7 qui est plus que potable. Depuis que Schroeder et Bryant sont revenus dans la rotation, ils ont joué 26 matchs chacun, c'est 15 victoires, 11 défaites. 15 victoires, 11 défaites, tu es quasiment dans le top 4 avec un pourcentage comme ça à l'Ouest. Donc, on a quand même deux joueurs qui sont arrivés qui contribuent. On sait qu'Anthony Davis et LeBron vont contribuer à chaque fois qu'ils sont là. Donc, plus les deux autres, tu as Austin Reeves qui est pas mauvais. Russell Westbrook a trouvé sa place. Tu as 6 joueurs. Et j'oublie qui, Lonnie Walker 4, qui a fait quand même des belles performances. Donc, ils ont quand même une rotation à 7 joueurs, tu vois, qui est pas moche, qui est correcte et qui te permet normalement au moins d'accrocher une place dans le top 10, voire peut-être un peu mieux. Je pense que la beauté, c'est le contrat expirant de Patrick Beverley. Moi, j'ai du mal avec ce mec-là, mais il y a toujours des équipes qui pensent qu'il peut avoir une valeur. Et peut-être que c'est vrai, je ne suis pas dirigeant, je ne suis pas GM. Il a sa défense. J'ai vraiment du mal avec le mec. J'aurais du mal à être objectif là. Mais s'ils arrivent à le refourguer, effectivement, il faut rajouter un pic dans l'affaire et que derrière, tu obtiens un joueur correct. Bon, pourquoi pas. Mais je pense qu'au final, ça va être dur pour les Lakers de se renforcer, de trouver un vrai joueur qui peut les aider à passer un cap, et il faudra être très malin, ou ça sera sur le marché des buyouts. Mais juste avec l'équipe qu'ils ont en place, avec 7 joueurs, Beverley peut être ton 8e joueur, Kendrick Nunn, on ne sait jamais, il peut te sortir un bon match de temps en temps, ça te fait 9 joueurs. À 9, tu peux aller chercher une qualif en playoff, quoi. Attends, ils ont mis DeMarcus Cousins et Sterling Brown à l'essai, attention. Après, Sterling Brown, c'est pas bête, hein. Franchement, c'est quand même c'est pas bête dans l'idée, mais ça va pas changer leur vie, mais voilà, ça reste un potentiel bon joueur de rotation, quoi. Ouais, mais je sais pas d'ailleurs pourquoi il avait pas d'équipe. Enfin, il y a peut-être faudra creuser, mais c'est curieux que là il soit relancé maintenant, alors que ça fait je sais pas un an qu'il joue pas. Bon, de toute façon, c'est un truc accessoire dans la saison des Lakers. Je pense pas qu'il va changer ou révolutionner. Que ce soit lui ou Cousins, ça changera pas. Comme tu as dit, Antoine, ils ont une rotation que je trouve, oui, elle est pas mal, mais c'est bête à dire, mais tout dépend encore de est-ce qu'Anthony Davis va pouvoir rester sur le terrain, est-ce qu'il va revenir déjà correctement. Moi j'ai toujours du mal, je m'étais presque un peu enflammé en me disant bon, c'est vrai qu'il est fort ce con quand même, 15 matchs, sur les 15 matchs qu'il a fait, c'était niveau MVP, mais le problème c'est que ce soit une entorse de la cheville, du petit doigt, il y a toujours un problème, et c'est exaspérant et frustrant pour lui certainement, hein, mais s'il est là avec la rotation que tu as énoncée, hein, quand tu l'as énoncé, je me suis dit franchement c'est quand même pas mal si c'est bien coaché.
sur une série où en face il y a des pépins dans l'équipe adverse, ça peut largement passer. Il y a quand même LeBron, AD, c'est pas rien. Mais il y a toujours cette problématique-là, et qui est une vraie problématique. Tu peux pas passer à côté de ça, en fait. Ça reste le plus gros, de toute façon, point d'interrogation de Los Angeles. C'est la santé d'Anthony Davis. Et l'autre problème, en fait, c'est effectivement, comme tu disais, Antoine, si jamais l'idée c'était de trader Westbrook, dans tous les cas, il faudra se lâcher un pic avec. Ça, c'est quasiment sûr et certain. Ouais, voir les deux pics. Et le problème, c'est que voilà, Westbrook a réussi à se montrer un petit peu, comment dire. Ils sont obligés d'utiliser Westbrook. Il a réussi à se rendre vraiment utile. Et donc, ils auront besoin d'un créateur. Et j'ai du mal à voir, en fait, même quel type de joueur pourrait vraiment être le fit parfait pour Los Angeles au vu de leur situation contractuelle et des joueurs dont ils peuvent ou non se séparer. Je vois pas de remède miracle. C'est vrai que le deal dont on parlait en début de saison du côté d'Indiana était vraiment intéressant. Maintenant, je ne suis même pas sûr que ce deal soit toujours sur la table. Hein. Franchement, ouais, mais ce deal, je sais qu'Antoine, tu disais que t'étais pas sûr qu'il pouvait aller au titre. Je suis d'accord avec toi, hein, ça te garantit pas du tout le titre. Mais t'as une meilleure équipe. Moi, quand je vois, alors bon, Buddy Hield en volume et en qualité de shoot, il n'y a pas beaucoup d'équivalents NBA ou qui joue. Et Miles Turner, je trouve que, alors il y a la fameuse contractière qui entre en ligne de compte, mais ce qu'il fait à Indiana là, c'est franchement il est bon, et il est pas étranger à leurs très bons résultats. Ce qu'il fait encore la nuit dernière où il te lâche un compte décisif, un panier à 3 points dans le money time. J'imagine qu'avec ces deux-là, t'es bien quand même. Moi, sur le coup, j'étais quand même déçu qu'ils aient pas fait le trade pour eux. En tout cas, j'étais déçu. T'as sans doute raison, c'était pas suffisant peut-être pour lutter à armes égales avec d'autres gros de la conférence, mais j'aurais aimé qu'il soit moins statique à ce moment-là. Non, mais clairement, mais je pense que ce deal, en fait, si tu le fais, il faut le faire avant le début de la saison. Ah oui, c'est sûr. Mais après, c'était compliqué. Je suis même pas sûr que les Pacers, ils en aient encore vraiment envie. Non. Ils sont 6e. Tant qu'ils n'ont pas un gros coup de mou, le Jazz a eu un coup de mou, tu vois. On sait que le Jazz va sans doute se séparer de ses vétérans. Après, moi, oui, ce deal, je suis d'accord. Il fait l'équipe de Los Angeles, elle est bien meilleure, à mon avis, avec Buddy Hield et Miles Turner. Elle est plus équilibrée. Mais les deux pics, c'est 2027-2029. Il n'y aura pas de protection dessus. En tout cas, c'est ce qui se répète à chaque fois, c'est que les autres équipes, elles ne veulent pas de protection. Je ne sais pas si je le tente. 2020, avec la santé d'Anthony Davis, sa situation contractuelle, celle de LeBron James, tu ne sais vraiment pas ce que tu auras en 2027-2029. En plus, il y a cette espèce de fantasme de ouais, mais les Lakers signeront toujours des stars. Je ne suis pas sûr. À un moment, dans notre NBA actuel, ça marche. Alors oui, les gros marchés sont toujours attirants, mais ça reste une équipe qui est très mal gérée. Tout le monde sait que le front office des Lakers, c'est n'importe quoi. Si l'équipe, elle gagne pas, qu'elle a plus de perspectives pour gagner, juste les Palmiers et Los Angeles, je suis pas sûr que ça attire quelqu'un, en fait. Je suis pas sûr que ça attire tant que ça. Je pense quand même que les Lakers, il y a quand même un truc vraiment à part avec cette franchise. Moi, je pense qu'il y aura quand même toujours des stars pour venir. Parce que quand ça marche et que tu es la star de Los Angeles, c'est un peu comme si tu étais limite le visage de la ligue, quoi. Ouais, de la ligue, mais il faut que ça marche d'abord, quoi. Mais il faut que ça marche, je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression quelque part que de toute façon, à l'âge qu'a LeBron et vu les problèmes de santé à répétition d'Anthony Davis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution miracle en fait pour Los Angeles si l'objectif c'est vraiment de pouvoir être encore un contender pour le titre. Et j'ai l'impression que LeBron et les Lakers sont un petit peu coincés comme un peu un mariage qui bat de l'aile et où les deux parties se disent ouais, je serais mieux si je partais ou si on se séparait, mais que personne veut annoncer la nouvelle aux enfants en disant ouais, c'est de ma faute, c'est moi qui ai voulu partir en fait. Et que les Lakers ils veulent pas être la franchise qu'aura tradé LeBron James, que LeBron James veut pas être le joueur qui va demander à se faire trader ou à casser son contrat parce que c'est pas comme ça qu'il a positionné un petit peu son histoire. Après, c'est vrai que dans les dernières déclarations de LeBron, il parlait même pas de jouer le titre, il parlait au moins de jouer les playoffs, d'être dans une équipe compétitive. Donc ça, je pense que c'est encore en ligne de mire pour Los Angeles. Ça, ouais. Mais la question que tu soulèves, Antoine, après je te laisse la parole, c'est effectivement, est-ce que ça vaut le coup d'hypothéquer ton avenir quand tu te dis que finalement le joueur qui devrait prendre la suite de LeBron en étant le franchise player attitré, la superstar, c'est Anthony Davis, et connaissant effectivement sa situation contractuelle et ses pépins de santé à répétition, c'est vraiment hyper compliqué, quoi. Ah non, c'est clair. Mais là, en fait, il y a effectivement encore moyen que les Lakers soient compétitifs, parce que là, ils sont sur une bonne dynamique. Mais moi, j'ai envie de voir comment ils vont se sortir parce que là, ils vont jouer beaucoup de matchs à domicile prochainement. Mais les adversaires, c'est coton. S'ils sortent de là avec un bilan positif, là, ils vont affronter Denver à Denver, Dallas, Philadelphie. Bon, et après, il y a Houston en théorie à domicile. Si tu perds Houston à domicile, c'est que est-ce que tu mérites vraiment
d'être top 6, je sais pas. Et derrière, tu reçois Sacramento, tu reçois Memphis, et encore 2 jours après, tu as les Clippers. Donc là, je pense que là, l'enchaînement, il va en dire long, même s'il restera beaucoup de matchs derrière, il va en dire long sur ce qui est. Si c'était juste une série de victoires, un peu de circonstances, avec des équipes en face pas très fortes, ou si, pour moi, s'ils sortent de ça avec un bilan positif, on peut compter sur eux pour top 6, top 7, voilà, pour là, j'aurai un peu plus confiance en leurs possibilités. Il faudra évidemment attendre des nouvelles d'Anthony Davis, parce que ça change absolument tout, encore une fois. Ouais, moi, le top 6, je pense qu'ils sont loin. Hein. Je sais qu'ils sont pas loin en termes de bilan, mais je les sens pas encore au niveau top 6. Hein. Non, ils n'ont pas vraiment le niveau, d'ailleurs. Et je pense vraiment, en fait, j'ai l'impression que moi, leur seule chance, c'est le play-in, quoi. C'est play-in et se dire, bon, vu que c'est sur des matchs coup près, on a des stars, LeBron, il perdra pas un match coup près, etc. C'est ce pari-là. Le pire, c'est que l'ironie, je suis sûr que les Lakers seraient capables de sortir au play-in, de se faire éliminer sur un match coup près, mais je pense, j'ai presque l'impression que c'est leur best case scénario, quoi. Ils sont pas loin du top. En fait, ils sont même pas loin du top 5. Hein. Oui, mais ils sont pas loin du top 5. C'est simple. OKC, qui est 13e, je crois, est plus proche du 4e que du 15e. Ah ouais, c'est l'embouteillage. C'est dire la conférence Ouest. Ouais. Mais même si au niveau du bilan, ils sont pas si loin, dans ce qu'ils ont montré, dans l'assurance, dans le niveau de jeu, dans la qualité d'effectif, la profondeur d'effectif, l'identité, je pense qu'ils sont quand même certaines. Par exemple, les Kings, je vois un vrai écart entre les Kings et les Lakers aujourd'hui. Peut-être que c'est les Lakers qui iront en playoff et pas les Kings, mais aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'ai quand même l'impression que les Kings ont quand même une équipe beaucoup plus solide. Les Lakers, ils gagnent des matchs, mais LeBron est obligé de se surpasser. Et j'ai en plus Anthony Davis, déjà dès le moment où il s'est blessé, Brian Windhorst avait annoncé que c'était pas une petite blessure. Et à l'époque, ça parlait que de quelques semaines, peut-être il faut revoir dans quelques semaines. Et au final, après, on a vu que non, en fait, ça a l'air d'être quand même plus important. On ne sait même pas, en fait, Anthony Davis, on ne sait même pas. C'est pas seulement on ne sait pas quand il va revenir, on ne sait pas si il va revenir cette saison. On est à ce stade, en fait, sur Anthony Davis. De toute façon, c'est jamais une petite blessure avec Anthony Davis. C'est quand même jamais 2 matchs manqués et revient sur le terrain, quoi. Des fois, il a des petits pépins, tu vois. Des fois, il a des petits pépins. Il n'a pas eu non plus de grosses, graves blessures, à part l'an dernier. Tu sais, des trucs vraiment où tu rates 6 mois. Il n'en a pas eu des masses, tu vois, Anthony Davis, des blessures comme ça. Mais après, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est souvent des trucs où il rate 3, 4, 5 matchs, puis il revient. Mais il n'a pas non plus eu de très grosses blessures. Et là, par contre, on ne sait pas, en fait. On n'a aucune idée, aucune info. Je pense qu'on en aura peu parce que pour une franchise, surtout tant qu'ils sont dans la course au play-in, je pense qu'ils ne voudront pas donner trop d'infos. En mode, on ne veut pas dire à nos concurrents qu'en fait, on est en galère et qu'on va devoir avoir besoin que LeBron y mette 35 points par match jusqu'à la fin de la saison pour finir 10e. Je pense que voilà, si Davis, au final, ça va bien et qu'il revient vite, ouais, je pense que là, le play-in, c'est jouable, mais franchement, à part ça, c'est compliqué. Je dis ça, alors pourtant, j'ai été positif sur eux il y a quelques minutes, quoi, mais sans leur deuxième meilleur joueur, c'est compliqué, quoi. Je partage ton avis sur le fait, limite, j'aurais plus confiance quand même dans Los Angeles pour sortir victorieux des matchs de play-in, en comptant sur le fait qu'ils ont quand même, s'ils ont Anthony Davis et sur le fait, et s'ils ont LeBron, simplement sur le fait que LeBron sur un match coup près, effectivement, il peut mettre toute l'équipe sur ses épaules, se hausser à un niveau de jeu. Tu parlais des Kings, je suis d'accord pour dire que les Kings sont une meilleure équipe à l'heure actuelle que les Lakers, mais que sur un match coup près, face à des joueurs qui n'ont jamais joué ce genre de compétition ou ce genre de match à enjeu fort, je verrais effectivement plus facilement Los Angeles se qualifier pour les playoffs de cette manière-là. Je suis d'accord avec toi, Antoine. Les Kings, ils ont le laser. Les Lakers, ils n'ont pas le laser. Bien sûr. Light beam. Et les Kings, ils n'auront peut-être même pas besoin du play-in. Hein. C'est clair. Oui, bien sûr. Ouais, je suis pas sûr là. Mais comme tu disais, de toute façon, c'est quand même Moi, j'aime beaucoup le playing. Franchement, je trouve que c'était vraiment une excellente idée. Du coup, jusqu'à la dernière journée du championnat, on connaîtra pas l'ordre des équipes, qui sera en playoff, qui sera au play-in, qui sera complètement out. Ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, clairement. Ouais, non, clairement. C'est ça, surtout dans cette conférence, qui au final est encore une fois, je pense plus. Je remets une petite couche. Je pense plus costaud que la conférence Est. En tout cas, dans cette juste sur on va dire sur l'homogénéité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les deux des meilleures équipes sont certainement à l'Est, mais par contre, effectivement, de 1 à, je sais pas, 8 quasiment à l'Ouest, c'est hyper serré, quoi. Ouais, tu peux même aller jusqu'à... Parce que quand tu regardes là,
le Jazz est le Jazz a une victoire de moins que les Clippers qui sont 6e et le Jazz est 12e. Enfin, mais même OKC dont tu parlais tout à l'heure, la stat, l'écart entre OKC et le 4e et le 14e, c'est ça que tu disais, oui, et San Antonio. Ouais, c'est le même. Ouais. C'est complètement dingue. Il reste qu'une moitié de saison, donc il peut encore, peut-être que au prochain pod, il y aura une série dans un sens ou dans l'autre qui permettra de délayer un peu le classement, mais même les Timberwolves peuvent y croire. 4 victoires de suite, attention. Mais 4 va revenir à un moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je me dis je vois plein de commentaires enthousiastes sur les Wolves. Sur les Wolves, je me dis ils ont qu'un pivot, c'est plus facile quand il n'y en a qu'un. Mais bon. L'avenir. Pas des Wolves. Ouais, on reparlera des Wolves, ou on en reparlera une prochaine fois. On reparlera certainement des Suns aussi une prochaine fois, parce que c'est vrai que c'est alarmant ce qui est en train de se passer de leur côté. Là, je pense qu'il y a de bonnes raisons de se faire du mouron. Donc, on passe le bonjour effectivement à Florent Baudin, grand fan des Suns, qui leur a porté la poisse, mais les semaines à venir vont être compliquées. On parlait de conférences hyper resserrées. Je vous propose de basculer sur notre deuxième sujet, l'autre grosse équipe en pleine forme du moment, Memphis, équipe qui cartonne, une superstar clairement identifiée en la personne de Ja Morant, un vrai état d'esprit au sein de l'équipe, une vraie homogénéité, cohésion avec le coaching staff, une équipe qui a peur de personne. La question, parce on se posait la question qui peut prétendre à quoi, donc la question c'est est-ce que les Lakers peuvent prétendre aux playoffs? Alors oui, mais ça va être compliqué. Est-ce que les Memphis Grizzlies, selon vous, font partie des prétendants, eux, carrément au final ou voire au titre? Comment est-ce que vous voyez le niveau de ces Grizzlies et la manière dont ça peut se transférer sur des séries de playoffs? Bon, déjà, moi, j'ai accepté de revenir dans le podcast seulement si Antoine disait du bien des Grizzlies. Parce que faut savoir qu'en interne, depuis le début de la saison et même depuis l'année dernière, je les défends bec et ongle parce que c'est une des équipes que je préfère voir jouer. Alors oui, pour répondre à ta question, oui, je pense qu'ils sont contenders, mais je pense qu'ils le seraient encore plus avec un petit trade d'ajustement. Pour approfondir un tout petit peu leur effectif. Je pense qu'ils sont contenders parce que l'Ouest est extrêmement ouvert et que donc les finales sont pas un espèce de rêve inaccessible parce que tu as un Boston ou un Milwaukee qui va forcément te barrer la route quand tu es à l'Est. Je pense qu'il y a de la place, qu'ils sont ils savent qui ils sont, ils ont une dynamique de confiance, un style de jeu très établi. Je pense qu'ils ont tout pour être au minimum un poil à gratter, donc au moins passer un tour. Et j'espère un peu plus. Ils sont encore sur le même état d'esprit en fait. Moi j'aime leur état d'esprit qui passe pour de l'arrogance quand c'est Ja Morant qui dit on a peur de personne à l'Ouest ou je suis top 5 meneur NBA, top 3, peu importe. Mais ils ont une confiance, ils ont vraiment littéralement peur de personne et ils pensent vraiment être la meilleure équipe à chaque fois qu'ils affrontent quelqu'un. Et quels que soient les absents dans leur équipe, parce qu'ils ont rarement eu tous leurs meilleurs joueurs en même temps en fait, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait des matchs sans Ja Morant, que ce soit l'année dernière ou cette année. Desmond Bane, qui avait fait un énorme début de saison, a aussi manqué pas mal de matchs. Jaren Jackson Jr. a démarré en différé. Et ils ont quand même réussi à être dans la bonne tranche du classement sans avoir ces trois-là en même temps. Et là, maintenant que ces trois-là sont là, les victoires, elles s'empilent. Et je les trouve vraiment, vraiment redoutables. Moi, honnêtement, si Taylor Jenkins, il n'est pas au moins top 2, top 3 du coach de l'année à la fin de la saison, c'est un scandale pour moi. Et c'est sur l'ensemble. Je sais qu'on a un peu tendance aussi à juger sur les saisons passées. Donc, parfois, c'est une performance globale qui permet à un coach d'être récompensé. Un Monty Williams, par exemple, il a aussi tiré profit de ce qu'il avait fait juste avant. Pour moi, Jenkins, ça doit être dans cet ordre-là. Tout ce qu'il a contribué à construire sur le terrain et aussi un peu en dehors. Je trouve ça génial. Je vais pas tirer plus de louanges sur cette équipe-là parce que ce serait trop, mais pour répondre bêtement à la question, oui, je pense que c'est un contender à l'Ouest. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont une chance de sortir de l'Ouest. Ouais, ça devient difficile à ignorer. J'ai l'impression que les Grizzlies vont me faire avoir mon pire pronostic de toute ma carrière ever. Il faut savoir qu'en début de saison, j'avais dit que ça serait l'équipe déception qui passerait par le play-in. Je pense que ça, c'est dead. Contender, ça dépend toujours de la définition qu'on donne à ce mot, mais je pense que oui, en fait, les finales aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'impossible pour eux. En tout cas,
ils ont toutes les raisons d'y croire, quoi. Je pense qu'il y a des clés quand même chez eux. Moi, ce que j'avais vraiment pas anticipé pour le coup, c'était l'explosion de Desmond Bane. Shai, oui. Shai, ça fait un moment qu'il parle de Desmond Bane. J'avais vu son évolution. J'ai toujours trouvé que c'était un joueur intéressant dès sa saison rookie, mais j'ai l'impression que dans le scoring, il est vraiment fort quand même. Il a un gabarit, une manière d'attaquer le cercle, de rentrer des tirs à mi-distance, de mettre des 3 points, qui leur donne quand même un facteur, comment dire, je les trouve nettement moins prévisibles en attaque dans une situation de playoff. Je parle même plus de saison régulière, mais voilà, je les avais pas trouvés dingues en playoff l'an dernier, honnêtement, contre les Timberwolves. Le niveau de cette série était. C'était une série en 7 matchs, mais c'était cata en fait. Et tu vois, donc tu vois, en me basant déjà sur ça, même si après ils ont fait mieux contre les Warriors, en haussant leur niveau de jeu aussi par fierté, etc. Je me dis non, mais cette équipe, elle est encore trop loin, tu vois, de vraiment pouvoir prétendre à quelque chose. Tu peux pas jouer aussi mal contre les Timberwolves et gagner en 7 manches contre une équipe aussi dégueulasse et derrière pouvoir dire attends, non, mais c'est nous, personne peut nous faire peur à l'Ouest. Mais avec l'évolution de Desmond Bane, je pense qu'aussi l'autre clé, de toute façon, la clé, je pense que ça a toujours été le cas chez eux, c'est Jaren Jackson Jr. Clairement. Il faut qu'il soit agressif en attaque. Il faut qu'en playoff, il soit agressif en attaque. Si en playoff, il n'est pas agressif en attaque 5 matchs sur 7, les Grizzlies, je suis désolé, non, ils ne pourront pas prétendre. Parce que, en fait, aujourd'hui, je regarde la conférence Ouest, je me dis oui, c'est vrai, tu prends n'importe quel adversaire. Oui, pourquoi les Grizzlies, ils perdraient contre cette équipe? Mais ça marche en fait aussi dans l'autre sens, tu vois. Je prends les Pélicans, je les mets contre les Grizzlies, je vois pas pourquoi les Pélicans eux-mêmes se diraient non, on n'est pas favori de cette série, en fait. Vraiment, ça marche dans les deux sens. Les Clippers au complet, ils jouent les Grizzlies. Je vois pas pourquoi eux-mêmes ils se sentiraient pas favoris de cette série. Mais clairement, il y a une base. C'est une équipe solide. C'est une équipe qui a un peu tout, qui a une identité, qui défend très fort. C'est une des meilleures défenses de la ligue. Ils ont une mentalité. Et là maintenant, ils ont presque 3 stars. Je sais que ni Ben ni Jaren Jackson seront All-Stars, mais il y a un trio qui est très fort avec des joueurs role-players intéressants autour. C'est une vraie belle équipe que j'ai très clairement sous-estimée comme d'habitude. Non, mais c'est intéressant, notamment ce que tu dis de. Enfin, moi, je voulais parler un petit peu de Jaren Jackson Jr. là, parce que c'est vrai que c'est impressionnant la manière dont il a transformé quand même la défense de cette équipe. C'est comment dire, Benjamin Moubèche avait fait un article sur Basket Session pour souligner son apport défensif et la manière comment finalement entre avant son retour et maintenant, c'était une défense qui était 20e défense de la NBA et aujourd'hui une des toutes meilleures, une défense complètement élite, notamment grâce à la capacité de Jaren Jackson de pouvoir défendre sur tout un tas de joueurs, mais surtout à venir dans les aides systématiquement. Le système défensif de Taylor Jenkins est hyper bien fichu. Pour vous faire comment dire, un petit résumé, en gros, c'est que Jaren Jackson est rarement sur le meilleur attaquant en face, adverse, de manière à pouvoir venir tout de suite dans les aides, perturber sur toutes les tentatives d'attaque de cercle. Si ça switch sur lui, il n'y a aucun problème. Il peut prendre des joueurs même plus petits, plus mobiles, etc. Et ce qui est intéressant, je trouve, avec ce joueur, c'est qu'il a connu quand même pas mal de pépins physiques. À chaque fois, on s'est posé la question de savoir s'il allait pouvoir revenir. Et à chaque fois, non seulement il est revenu, mais il est revenu plus fort avec quelque chose en plus dans son jeu. C'est un joueur très jeune encore. J'ai l'impression que voilà, Ja Morant est le leader incontesté de cette équipe, clairement le meilleur joueur, la question ne se pose pas. Mais derrière, j'ai l'impression qu'en Jaren Jackson Jr., il y a vraiment l'étoffe d'un deuxième joueur de très très haut niveau pour aider cette équipe. Et c'est une équipe qui a tout qui a un paquet d'atouts. Une rotation vraiment profonde avec des joueurs de complément qui sont bons, qui sont dans le même état d'esprit que l'équipe, enfin qui sont sur la même longueur d'onde, je veux dire. Et la question dont tu parlais tout à l'heure, Shai, sur le trade, je pense que c'est vraiment la question que doivent se poser les Grizzlies. Et la question de savoir, c'est est-ce qu'il faut attendre pour essayer de choper un gros bonnet, entre guillemets, d'aller chercher un Bradley Beal, un gars de ce type-là, et du coup de sacrifier une énorme partie de ton équipe, ou est-ce que c'est voilà, plutôt à la marge, en allant chercher peut-être un autre shooter extérieur à gros rendement qui puisse t'apporter une menace supplémentaire à 3 points vous voyez, aller chercher des joueurs de complément pour encore renforcer la profondeur de cette équipe. Je pense que c'est la question que Memphis doit se poser d'ici à la trade deadline, effectivement. Ouais, c'est plus ça, c'est plus un joueur comme ça, vraiment un petit. Moi, je pense pas qu'il faille vraiment un énorme coup, même s'ils ont en théorie, ils ont de quoi monter un package intéressant pour intéresser une équipe qui serait en mode. Finalement, on va se reconstruire maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a de quoi faire, mais d'un côté, je les sens quand même assez sereins sur les forces qu'ils ont actuellement là en présence.
On parlait de tous les joueurs là, mais il y a même un Dylan Brooks qui a le don d'énerver tous les adversaires. Il est parfaitement capable d'être le deuxième meilleur marqueur de l'équipe ou sur un match d'être le meilleur marqueur. Il a pas froid aux yeux non plus. Leur bande touche. Enfin, c'est ce que j'aime aussi, c'est que quels que soient les mecs que tu mets, ils vont apporter sur le temps qui leur est imparti. Steven Adams, il prend 20 rebonds par match quand il joue. C'est mon gars Steven, ça. Et il fait même des petites leçons de. Je sais pas si vous avez vu ces petites leçons de bienséance qu'il adresse aux fans, là, qui lui demandent un autographe ou un maillot sans avoir dit s'il te plaît. Là. Ouais. Enfin, c'est un modèle pour la jeunesse, Steven Adams. Tu vois, dans le vestiaire, tu as un mec comme ça, c'est important aussi. Et même quand ils jouent pas, ils ont un peu de banc. Là, en ce moment, ils ont fait jouer Tillman, qui est très correct aussi. J'aime bien Aldama, qui a du basket dans les mains, et qui pourrait théoriquement faire partie d'un trade. S'il y a un trade, c'est peut-être une pièce qui est intéressante. Il y a plein de trucs qui font qu'ils ont à la fois la capacité de s'améliorer, et en même temps, avec ce qu'ils ont là, je pense qu'ils ont déjà de quoi vraiment embêter n'importe quelle équipe en face sur une série de playoffs. Il y a vraiment cette différence avec l'année dernière, et je suis d'accord avec toi, Antoine. La série, c'est la plus décousue que j'avais vue depuis très très longtemps. C'est aussi ça le play-in, c'est que tu as des équipes moins fortes qui se retrouvent l'une contre l'autre. Mais j'ai plutôt l'impression que là, ils sont servis de cette série-là, et ils ont gagné en maturité, en assurance sur ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain. Moi, l'année dernière, j'avais vraiment ce sentiment-là de voir. Je vais pas les comparer non plus exactement. C'est pas du tout le même style de jeu, mais les Warriors, quand ils se sont formés, il y avait ce côté équipe un peu jeune qui se découvre et qui prend du plaisir à montrer son style de jeu aux autres, et qui vont, quoi qu'il en coûte, jouer comme ça jusqu'à la fin. Et j'ai l'impression d'avoir vu une équipe qui grandit petit à petit, et je sens qu'ils sont dans ce mood-là cette année. Alors, après, là, le classement est encore, ça reste serré. On peut pas garantir qu'ils vont finir top 2, top 3. Il suffit d'une mauvaise série à l'ouest pour glisser. Mais ouais, je les sens à la lutte avec Denver et New Orleans dans les prochaines semaines et jusqu'au bout quasiment, je pense. Moi, pour le trade, je pense que si j'étais eux, je ferais aucun transfert pour l'instant. Clairement, je ferais pas l'idée où tu casses une partie de tes jeunes pour avoir un gros poisson. Je pense qu'en fait, Memphis est encore dans une position où il faut que tu attendes de voir pourquoi tu perds. C'est-à-dire qu'il y aura sans doute des échecs. En tout cas, s'il y en a, ça sera à eux d'analyser, de comprendre, OK, où est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'il nous faut exactement. Je pense que pour l'instant, on ne sait pas encore exactement pourquoi Memphis perd. Parce que pour l'instant, Memphis n'a pas encore vraiment perdu. Ils ont fait les playoffs très tôt. Ils ont réussi l'an dernier à passer un tour. C'est une équipe en progression. Il faut qu'elle voit où est-ce qu'elle peut aller avec son groupe. J'aime bien la comparaison avec les Warriors sur un truc, notamment, c'est leurs 3 joueurs majeurs, c'est 3 joueurs qu'ils ont draftés. Ça, c'est leur noyau dur, je pense qu'il ne faut pas y toucher. Je pense que Dylan Brooks, ça peut être quelqu'un qui saute à un moment. Mais pour ça, d'abord, il faut voir en fait ce que ça donne. Il faut voir jusqu'où ça peut aller. Et je pense que j'arrive à mettre le doigt peut-être un peu sur pourquoi les Grizzlies, des fois... C'est-à-dire que la question que moi, je me pose sur les Grizzlies, je vais relancer le débat sur autre chose, c'est est-ce que cette équipe, elle peut hausser son niveau de jeu sensiblement en play-off? C'est-à-dire que quand je vois certaines équipes de l'Ouest, je sais qu'en play-off, elles vont jouer mieux. Je sais que quoi qu'il arrive, les Warriors en play-off, ils vont être plus forts que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Je pense que les Nuggets, pareil. Je sais qu'ils vont hausser leur niveau de jeu. Les Grizzlies, ils ont une mentalité de nous, on bat tout le monde, donc on vient, on joue notre jeu et on gagne. Je ne veux pas rentrer dans le cliché, mais la saison régulière, on sait très bien que toutes les équipes ne jouent pas tous les matchs à fond. Les Grizzlies, dans leur mentalité, ils jouent tous les matchs à fond. Je ne te dis pas que c'est facile, mais il y a des matchs faciles. Tu vois, il y a des matchs qui sont moins bien préparés qu'en play-off. Il y a des matchs où ton adversaire, il n'en a rien à carrer. Il y a des matchs où juste les gens, ils se disent, bon, on va juste jouer. Les Grizzlies, ils n'ont pas cette mentalité. Ils jouent tout à fond et ils ont une défense solide qui... Je veux pas nuancer de trop leur bilan en saison régulière, mais tu vois, pour moi, c'est... Tu vois, l'an dernier, ils finissent 2e à l'Ouest. À aucun moment, je me dis que c'est la 2e meilleure équipe de l'Ouest, tu vois. Là, ils pourraient finir 1er à l'Ouest. Je ne me dirais pas que c'est la meilleure équipe de l'Ouest. C'est l'équipe qui gagne le plus en saison régulière. Il y a une nuance pour moi, tu vois. Avec leur base défensive, avec leur coaching, avec leur mentalité, ils arrivent à gagner suffisamment de matchs. On sait très bien que les Clippers, ils ne vont pas jouer tous les matchs à fond. On sait que les Warriors, ils ne vont pas jouer tous les matchs à fond. On sait même que les Nuggets, au final, Jokic, il va jouer tous les matchs de la même manière, mais même l'équipe, au final, Mike Malone, il ne va sans doute pas préparer autant son équipe qu'en play-off.
c'est ça ma question. Est-ce que les Grizzlies, en playoff, quand il y a des équipes qui vont vraiment franchir un cap, est-ce que eux, ils arriveront aussi à passer ce cap? Ou est-ce que, un peu comme le Jazz pendant des années, alors eux, ils ont plus de superstars, où au final, tu arrives à un plafond parce que tu n'arrives pas à décoller une fois que les playoffs commencent et que le jeu et que le basket change. Ça, c'est la question. Peut-être qu'ils y arriveront, mais c'est ma question aujourd'hui, c'est ma réserve pour l'instant sur les Grizzlies. Parce que je pense que ça passe par Jaren Jackson Jr. qui est agressif tout le temps en attaque et tout le monde qui reste au même niveau. Ça demande beaucoup de choses que j'attends de voir encore. Je savais que tu finirais par dire du mal des Grizzlies. Vas-y Théo, pardon. Non, c'est pas du mal. C'est une question super pertinente en fait, Antoine, et j'ai l'impression que peut-être on pourrait même la reformuler. C'est est-ce que les Grizzlies auront la capacité en playoff à s'adapter et à changer leur manière de jouer? Parce que à moins que tu sois les Warriors avec Kevin Durant, ou même les Warriors du titre précédent, où tu as un style de jeu qui est tellement dévastateur que tu n'as pas besoin de t'adapter, en fait, parce que ta défense est ultra solide, et offensivement, tu proposes des choses que personne ne peut contrer. À moins que tu sois ces Warriors-là, l'équipe qui va au bout, c'est celle qui peut s'adapter. Je repense aux 2 derniers champions en titre. Si Milwaukee a réussi à aller chercher le titre, c'est parce que offensivement, ils ont dû trouver des solutions différentes, de trouver d'autres manières de jouer. L'an dernier, dans le parcours des Warriors, on a vu que quasiment d'un tour à l'autre, en fait, ils ont été obligés de s'adapter en fonction des joueurs qui étaient blessés, en fonction du style de défense proposé. En finale contre Boston, en fait, ils ont complètement changé même leur manière de jouer et ils ont trouvé des solutions parce qu'ils ont les joueurs qui sont suffisamment forts intrinsèquement et aussi qui ont la capacité à jouer différemment. Et c'est la question qui est vraiment intéressante dans ce que tu soulèves, Antoine, parce qu'effectivement, je pense que c'est un peu la différence entre les très bonnes équipes de saison régulière et celles qui vont loin en playoff, c'est effectivement celles qui vont avoir la capacité de changer. Et on sait que la défense des Grizzlies cette année est vraiment forte, hein. Rien à dire là-dessus. Par contre, effectivement, moi je demande un peu à voir si elle sera aussi forte dans une série en 7 manches face à un coaching staff qui sera concentré sur le fait d'exploiter au maximum leurs failles, et à commencer par celle de Ja Morant défensivement. Et effectivement, je pense que c'est la vraie question qui se pose à l'heure actuelle pour cette équipe. Vous faisiez tous les deux là, le parallèle avec les Warriors, là, que je trouve intéressant. Moi, il me rappelle un petit peu aussi le Thunder qui allait en finale NBA face au Heat, dans le sens où il y a aussi une dimension dont tu parlais un petit peu, Antoine. Ces Grizzlies, ils ont une dimension physique, athlétique, qui fait vraiment la différence aussi dans le jeu. Et ça, on sait aussi qu'en playoff, c'est des choses qui peuvent être un petit peu nuancées par les plans de jeu adverses, en quelque sorte. Moi, j'essaie d'être optimiste avec eux pour continuer sur ma réflexion, mais justement, je pense qu'ils ont ces capacités physiques et mentales pour faire face à ce qu'on va leur proposer, en fait. Et justement, parce qu'ils ont l'expérience de l'année dernière et encore plus d'expérience collective pour faire face à ça. Moi, je vois, Desmond Bane, je le trouve incroyable parce que en attaque comme en défense, il est à 200%, il se connaît de mieux en mieux, il est de plus en plus adroit. Jaren Jackson, s'il fait pas de faute, s'il arrive à limiter son problème de faute, je le trouve monstrueux déjà. Et sur sa capacité à être plus agressif offensivement, je trouve qu'on la voit aussi de plus en plus. Il est pas, alors c'est pas tous les soirs, il est pas obligé tous les soirs parce qu'ils ont d'autres armes entre Morant, Bane, Dillon Brooks. Ils ont des mecs qui peuvent mettre 20 points. Jackson n'est pas obligé de le faire tout le temps. Mais quand il y a besoin, je trouve que là, il y a 2-3 matchs où il l'a fait. Il fait des matchs à 30 points, 26 points. Et quand il n'est pas gêné par les fautes, ça reste aussi c'est un facteur important en playoff aussi. Si à chaque match, l'adversaire arrive à te sortir, à avoir les arbitres contre toi, voilà, ton influence, elle est réduite à néant. S'il arrive à bien gérer ça, et avec tout ce qu'il y a autour, franchement, je reste optimiste et je les pense capables de répondre à votre interrogation qui est complètement légitime, hein, mais je les pense capables de le faire. Et pour rester sur Bane, tu disais, Antoine, a priori, Bane et Jackson seront pas All-Star. C'est mal parti, que ce soit au niveau des votes ou parce que Bane a été blessé. Mais là, avec le temps qui reste d'ici au All-Star Game, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un coach d'une sélection qui prenne pas Bane à la fin pour récompenser Memphis si les Grizzlies sont toujours aussi hauts. Il a manqué 20 matchs quand même. Hein. C'est énorme. 20 matchs, ça me semble. Et Jackson en a manqué 17 ou 18. Ouais. Mais il en a manqué moins que Bane. Hein. Ouais. Bane a joué que 19 matchs. Bon, ce sera pour 2000. Mais par contre, en tout cas, qu'il ait l'étiquette ou pas, il est proche d'un niveau All-Star. Et il a
c'est le McCollum de Ja Morant, alors dans des styles complètement différents, hein, mais c'est vraiment leur deuxième là, mais je le trouve très fort et Ouais, je pense que c'est devenu un mec incontournable du projet chez ouais, eux. il sait qu'il va avoir un gros contrat à un moment. Je pense qu'il est en train de montrer qu'il mérite un gros contrat à un moment avec Memphis. Ouais, Bah, ils vont devoir les prolonger. c'est aussi l'autre question de toute façon qui se pose tout à l'heure on parlait de trade, c'est qu'à un moment leurs joueurs ils vont devoir tous les payer et Ouais. l'addition va être salée quoi. Et ça reste quand même une équipe d'un petit marché. Mm. Donc il y a aussi cette dimension-là qui rentre en ligne de compte dans l'optique d'un trade. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Shai, moi aussi, hein, je pense qu'il y a vraiment des raisons d'être optimiste hein, pour les fans de Memphis. C'était un petit peu... voilà, je soulevais un petit peu les interrogations, mais moi, c'est vraiment une interrogation, en fait. Je peux pas dire que j'ai pas d'avis hyper fort, en fait, par rapport à ça. Je pense que je serais pas étonné que Memphis trouve les ressources et en même temps je suis pas certain qu'il les ait à l'heure actuelle et c'est aussi comme tu le disais Antoine, c'est intéressant aussi cette notion de comprendre pourquoi on perd parce que c'est aussi comme ça que tu passes des caps et qu'il y a des moments il Ouais. faut que tu prennes des désillusions, des déceptions. Là c'est un petit peu finalement ils ont leur assurance, c'est une grande force pour eux parce qu'effectivement, je pense que quel que soit l'adversaire, ils pensent avoir la meilleure équipe et ils s'attendent à gagner le match systématiquement. Donc ça, c'est une grande force. Et parfois, ça peut être aussi la faiblesse parce que ça peut aussi te faire perdre la lucidité qui te permet justement de voir ce qui te manque pour être vraiment l'équipe que tu penses être et faire les ajustements nécessaires. Mais ça comment dire, des enseignements qui ne prennent place qu'en playoff. C'est pas en saison régulière que tu les as, ceux-là. Oui, puis surtout, je pense qu'en fait, après, il y a l'attitude de l'équipe avec Morant, avec son caractère et celle de ses coéquipiers, et puis il y a le front Bien office. sûr. Je pense que les dirigeants auront peut-être plus de recul. Et après, moi c'est pareil, hein, c'est une interrogation. Alors, j'ai peut-être été un peu plus dans le sens, je ne sais pas s'ils l'ont, mais c'est quand même un je ne sais pas vraiment interrogateur aussi. Je, je- je- je suis obligé de changer mon état d'esprit sur les Grizzlies et de reconnaître que cette équipe est quand même très forte. Et je pense qu'en fait, même si par exemple en playoff, imaginons qu'ils sortent au deuxième tour, quel que soit le moment où ils sortent, si jamais ils devaient sortir, ça sera en se battant. Je vois aucune équipe les gifler, tu vois. Je vois vraiment pas les Grizzlies arriver et se faire gifler. Même s'ils perdent, que ce soit contre Warriors, Nuggets, peu importe, ça va être une série où l'équipe qui va passer, elle va lâcher un grand ouf de soulagement après le match décisif et se dire c'était chaud. C'était chaud. Je pense que même malgré l'expérience, tout ce que tu veux, ils vont être chiants à jouer, chiants à sortir. Ouais, c'est une équipe qu'il faudra aller battre dans tous les cas. C'est pas une Ouais, c'est équipe qui ça. va se mettre à terre et, C'est ça. et rouler quoi, et se rouler par terre. Faudra vraiment aller la battre quoi. C'est ça. Petit pro, bah non, on n'en est pas au jeu des pronostics, mais petite question quand même sur Ja Morant. C'est vrai que les comparaisons avec Derrick Rose datent pas d'hier. C'est son annonce l'an dernier qui avait fait couler quand même pas mal d'encre quand il avait annoncé être un des top 5 meneurs. Et puis finalement, bon, bah, à la fin de la saison, tu dis, bah ouais, c'est un des top 5 meneurs. Il n'y a pas polémique au bout du compte. Comment vous jugez un petit peu, vous, l'évolution de ce joueur surprenant quand même, hein, très peu recruté avant son arrivée à l'université, qui a complètement explosé à la fac, choisi très haut et qui ne cesse de progresser au bout du compte. Mais je crois qu'on en avait discuté un peu, Antoine, pendant l'un des live Twitch, sur le côté leadership, parce que bon, le joueur, maintenant, on a compris que c'était une star dans la ligue et que c'était un franchise player, un attaquant redoutable, un des joueurs les plus spectaculaires. Enfin, il y a plein de comparaisons avec d'anciens, actuels joueurs qui valent le coup, mais moi, c'est vraiment là où j'ai été surpris, en plus de la surprise de départ, parce que, comme je le dis à chaque fois, de ce que j'avais vu de lui à Murray State, c'était un joueur très fort d'une équipe faible et que je l'imaginais être juste un soliste en NBA et pas forcément une première option, un leader, tout ça. C'est vraiment le côté leadership, je le trouve, parce que alors il y a la façade un peu arrogante où il balance des trucs un peu pour provoquer le reste de la ligue, parce qu'il a envie que son équipe de petit marché intéresse les gens et soit pertinente en NBA. Mais à côté de ça, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il dit sur ses coéquipiers, sur la ville, tout ça, je le trouve vraiment impliqué et je l'imagine pas pour l'instant. Hein, la NBA, ça va très vite, mais j'aime le fait qu'il s'inscrive sur la durée à Memphis et qu'il a envie d'incarner la franchise sans être un croqueur sur et en dehors du terrain. J'ai pas l'impression qu'il veuille vampiriser toute l'attention médiatique sur lui, malgré les déclarations un peu provocantes. Je trouve que c'est un excellent jeune leader.
On va voir comment il va se développer avec les années. S'il y a pas un moment où il va dire j'aimerais bien jouer avec une star aussi, mais je le vois pas dans ce mood-là. Je trouve que c'est un bon mélange entre du leadership à la Damian Lillard, du genre coûte que coûte, je reste là avec mes gars et ça va le faire. Et en même temps, un mec avec encore peut-être un peu plus d'assurance et de goût pour la provocation. Donc, sur cette évolution-là qu'il est en train de montrer, en plus du joueur, moi je l'avais mis, j'avais pronostiqué MVP en début de saison. Bon, là, il ne le sera pas. Mais le simple, je pense qu'il va être amené tous les ans à être dans la conversation à un moment ou à un autre parce qu'il est devenu comme ça, quoi. Il a un petit côté John Wall en plus fiable. Mais c'est pas une insulte envers John Wall. C'est un compliment, moi. Non, c'est pas une insulte envers John Wall. Genre, tu sais, John Wall, c'est quand même un super joueur, tu vois. Ah ouais. Moi, c'était un des joueurs que j'ai le moins aimé en NBA, mais c'est quand même un super joueur. Ça a été un super joueur à Washington. Il était très attaché à Washington. Ja Morant, il peut avoir cette espèce de relation avec Memphis, mais en meilleur leader et en plus fiable. Et peut-être qui sait en plus fort. Même si, encore une fois, je pense que John Wall a quand même été un super joueur. Et il a un petit côté d'Eric Rose, mais avec des genoux. Alors, il se blesse aussi, mais... Ouais, tu sais, il y a un espèce de truc sur ces deux meneurs. Il me rappelle un peu ces deux meneurs scoreurs. Après, voilà, je sais vraiment pas jusqu'où ça peut aller, Morant. Moi, c'est une interrogation, c'est un mystère. Je sais plus, une fois, c'est dans le live qu'on l'a comparé à Iverson ou c'est dans un podcast, je sais plus. Ouais, ça fait partie des joueurs auxquels il est comparé de façon Ouais, on a fait une espèce de parallèle. J'arrive pas à savoir à quel point ce mec peut vraiment être le joueur qui te fait gagner un titre. Mais regarde, Lillard, c'est mon joueur préféré et je suis pas certain non plus que ce soit le joueur qui, au final, peut te faire gagner un titre. Mais c'est un basketteur quand même assez incroyable. Il peut m'agacer dans ces declats, ce qui est très bizarre parce qu'au final, on n'aime pas non plus quand la NBA est soft et lisse. Moi, des fois, il me gonfle. Je t'avoue, des fois, j'ai envie de me dire, mais tu sais, quand il dit son truc de ouais, à l'Ouest, on regarde personne, tu sais, ça me saoule. Alors pourtant, quelque part, je devrais apprécier, tu vois, un peu le sens de la punchline, tu vois, l'envie de piquer. Et pourtant, ça me gonfle. Je sais pas, j'ai un truc qui me. Mais au final, derrière, il assume à chaque fois ce qu'il dit, tu vois. Et juste pour ça, tu te dis, par exemple, quand il avait sorti son truc là sur les 5 meneurs, dans ma tête, je me disais, mais il est malade, lui, pour qui il se prend, tu vois. Mais si, au final, quelques mois plus tard, il dit, voilà pour qui je me prends. Je suis un des meilleurs meneurs de la ligue. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, il a une photo de moi chez lui. Ce qui est bien, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi, toi? Non, mais... Ce qui est bien, c'est la démarche. Dans sa démarche, alors il fait des trucs, il parle de lui individuellement, genre je suis dans le top 4, machin. Mais je trouve que les 3 quarts du temps, il englobe quand même les gars. C'est-à-dire qu'avec mes gars, on peut taper n'importe qui et il n'est pas dans une démarche. Alors pareil, on va comparer les leaderships. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais on a parlé de Trae Young plein de fois. Il y a un côté où il y a sa marque individuelle ce qui dégage sur le terrain en dehors laisse penser qu'il est pas forcément dans une démarche absolument collective. Tu vois, Morant, j'ai ce sentiment-là, ce qui dégage me fait dire qu'il a envie d'aller au bout avec Memphis. Je le vois pas dans un an ou deux, ou à la moindre embûche dire. Ah bon, ça va, je me casse de là, c'est bon. Moi, je veux, de toute façon, dans mon plan de carrière, c'était les Lakers. Enfin, je sais pas, je sens pas ce truc-là, alors que je le ressens chez un mec comme Trae Young. C'est peut-être injuste de le cibler là, mais d'un côté, il est chez Clutch Sport, donc je m'attends à tous les jours à ce qu'il se passe un truc. Demande à rejoindre LeBron James. Voilà, alors que Morant, ça, dans sa démarche, il y a le côté collectif. J'ai l'impression qu'il a envie d'aller au bout avec ces gars-là et pas de. Voilà, c'est sa bande, quoi. C'est sa bande. Ça fait un peu ce côté, c'est ma bande. C'est quelque chose d'old school. C'est parce que c'est old school. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien et que d'autres aiment bien. C'est parce que je suis le franchise player et je veux aller au bout avec mes gars et pas bon. Alors dans un an, il y a un tel qui est en fin de contrat. Dans 3 machins, il y a moyen de s'associer. Alors qu'en théorie, on pourrait avoir l'impression qu'il fait ces plans-là avec Zion, avec lequel il jouait en AU, tu vois. Mais je sens pas ça pour l'instant. Donc là, à l'instant T, j'adore ce qu'il est en train de faire et de montrer sur et en dehors du terrain. Ouais, mais je pense que ça va avec ce dont tu parlais tout à l'heure, Shai, sur l'attitude et la confiance en soi, en fait. C'est que je pense que lui, il a été à Murray State, il a fait de Murray State son équipe et il a brillé à Murray State alors que personne ne s'y attendait. Là, il arrive à Memphis, l'équipe qui a cru en lui, qui l'a drafté haut. Il a eu la chance aussi de tomber dans une franchise. Alors, c'est vrai que c'est clairement pas la franchise la plus sexy, mais c'est une franchise qui est très bien gérée depuis longtemps, en fait, qui a été
été très compétitif, qui a bien géré ses plans de reconstruction, que ça soit au moment de se séparer de Pau Gasol ou par la suite avec la génération Zach Randolph, Marc Gasol, Conley, etc. Finalement, c'est bien géré, ça fonctionne bien, un bon staff. Moi, je pense oui, c'est son équipe, il se pose pas la question. Et pour aller dans ce que tu dis, voilà, pour la petite anecdote, l'an dernier, vous vous rappelez, ça, je pense que vous aviez vu les images, mais il avait fait livrer son trophée de Most Improved Player à Desmond Bane. Ouais. Et en mode de surprise, avec une petite étiquette dessus, il y avait un truc, je paraphrase, mais quelque chose du genre c'est le truc cette chose-là te revient, ouvre la boîte, c'est un truc qui te revient ou un truc comme ça. Et alors, bien sûr, on peut toujours, à l'heure de la communication non-stop, on peut dire, bon, bah, c'est un coup de com', c'est pour de l'image et tout, mais c'est vrai que ce qui dégage de lui, comme d'autres superstars quand même actuels, ça fait vrai, quoi. Un peu comme Stephen Curry, bon, bah, parfois on peut être un peu agacé par, je sais que certains au sein de la rédaction sont agacés par son côté mec qui fait toujours tout bien, qui a toujours le sourire, etc. Mais force est de reconnaître au fil des années que c'est un vrai truc, en fait. C'est que le mec, il est comme ça, et j'ai l'impression que pour Ja Morant, c'est ça, et comme pour toi, Antoine, en fait, Shai, quand il parle de ses performances à lui, de son niveau, moi j'ai toujours le sentiment qu'il parle aussi de son équipe de la même manière, quoi, Ouais. et que il dissocie pas l'un de l'autre, quoi. Et donc c'est encore un jeune joueur, on verra aussi le temps aidant, les résultats en fonction des résultats des Grizzlies, si ça restera son état d'esprit. Après, pour moi, il n'y a pas non plus de honte à vouloir bouger si à un moment ton équipe elle stagne ou qu'elle est mal gérée ou que. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs pour lesquels on a envie de s'enflammer un petit peu parce que c'est rafraîchissant. Moi, j'aime bien ce côté, ce que tu disais, Antoine. Moi, j'aime bien en fait le côté. Quand je regarde la conférence Ouest, il n'y a personne qui me fait peur. C'est quelque part, c'est un peu comme un boxeur qui monte sur un ring. S'il pense que t'as besoin de cette espèce de forme d'insouciance pour monter dans le ring, en fait. Parce que si tu dis non, mais l'autre il est trop fort, il va me fumer au premier round, bah tu montes jamais dans le ring, en fait. Ou tu vois, c'est toujours cette Ma seule crainte pour lui, et c'est à chaque fois que je regarde les Grizzlies, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il va se faire mal à chaque fois. Enfin, il fait des trucs tellement, il met son corps à l'épreuve. Ça me rappelle d'autres mecs, voilà, on parlait de Derrick Rose. Bon, quand on le voyait jumper parfois ou tenter des lay-ups, des acrobaties, t'as toujours l'impression, t'as peur à la moindre chute. C'est le seul truc, mais ça, on peut pas, ça se contrôle pas. Moi, j'ai pas envie qu'il soit plus prudent et moins spectaculaire parce que ça fait partie de son jeu et c'est ce qui fait que, franchement, enfin, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas une équipe sexy, c'est pas un marché, une ville, tout ça qui est sexy qu'on associe à du glamour. Mais le simple fait pour moi, c'est un exploit de rendre Memphis intéressant à regarder et donner envie de les voir. Ça fait partie des trucs que je pensais pas forcément pensables en fait, tu vois. C'est clair. Non, c'est clair. Et puis, de toute façon, ça, le fait de jouer plus prudemment, ça viendra un peu avec le temps. Là, c'est vrai que Derrick Rose, on s'est surtout fait du mouron une fois qu'il s'est pété le genou parce que sur ses premières saisons, avant sa blessure, c'était une telle force de la nature athlétique que tu avais plus peur pour les mecs qui allaient essayer de monter au contre face à lui que pour lui, quoi. Bon, Ja Morant, il a quand même l'habitude d'avoir des petits pépins en saison. Donc, effectivement, c'est peut-être un peu plus. Il y a question. Il y a des questions à se poser là-dessus. Après, moi, là où maintenant, j'aimerais bien le voir progresser, quand même, c'est vraiment défensivement. L'an dernier, en playoff, c'était catastrophique. Il n'y a pas d'autre terme, en fait. Donc, il y a un moment, cet aspect-là du jeu, vu ses qualités athlétiques en attaque, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas au moins un défenseur correct de l'autre côté. Et là, Memphis sera vraiment flippant. Je pense que s'il peut être ne serait-ce qu'un défenseur correct, ça change vraiment la donne pour Memphis. Et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, parce que même hier, je regardais un match regardais jouer Portland, donc dans la nuit dimanche, je regardais jouer Portland, et je trouve que Damian Lillard, par exemple, a beaucoup progressé cette saison sur les aspects défensifs, ce qui a toujours été son gros talon d'Achille. Cette année, je vois vraiment du mieux, quoi. Donc tu dis, bon, bah, Ja Morant, vu ses qualités athlétiques, vu l'âge qu'il a, il n'y a pas de raison que ça vienne pas s'il s'en donne les moyens. Ouais, il n'y a pas d'âge en plus, parce que tu parlais de Lillard, mais ouais, même un mec comme Curry, il a progressé, même après 30 ans, il a été beaucoup moins, ils ont moins eu besoin de le planquer en défense, et il y a pas d'âge, et Morant, il est jeune, il a un coach qui, à mon avis, est capable de le faire progresser là-dessus aussi, parce que Jenkins a quand même une fibre défensive qui est non dissimulée. Moi, je suis optimiste pour lui, il y a juste ce côté physique qui me fait toujours peur, mais c'est un régal de le voir, honnêtement. Après, défensivement,
Je le trouve c'est un peu méchant, mais je le trouve un peu petit et fin au final. Donc, je trouve que ça sera toujours quelque part des petits trucs qui joueront peut-être un peu en sa défaveur, mais bon, après, il ne doit pas être beaucoup plus petit que Stephen Curry ou Damian Lillard. Il doit leur rendre peut-être 2 ou 3 centimètres. Je pense pas que ce soit plus petit que Damian Lillard, non? Damian Lillard, il fait un 90, un 91. Morant, il est en dessous. Il faut après une taille en dessous, quoi. Lillard d'un 88. Ah non, c'est pas une taille officielle pour Damian Lillard, je ne crois pas. Du coup, il faut la même taille. Je ne crois pas. Ça, c'est un complot, ça. Et déjà un 88. Maintenant, ils sont obligés de prendre les vraies tailles maintenant, tu sais. Quelqu'un a changé Wikipédia. Je ne crois pas. Non, ok, bon, autant pour moi. Autant pour moi. Mais... Après, il y a les questions d'envergure, de musculature. Je suis d'accord avec toi, c'est un mec qui est fin, il n'est pas galbé de fou. Mais après, de toute façon, juste progresser, ça ne veut pas dire forcément devenir un stopper. Je suis d'accord avec vous. Non, c'est ça. Et pour le cas de Stephen Curry, après, je te relaisse la parole, Antoine. C'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a collé l'étiquette de mauvais défenseur. Mais en fait, il n'y a pas eu de déclic pour Stephen Curry. C'est qu'il a progressé un tout petit peu chaque année jusqu'à aujourd'hui être un défenseur tout à fait correct. Mais comme c'était des progrès qui ont été, petit à petit, les gens s'en sont pas rendus compte. En fait, c'est marrant parce qu'en défense, ça fonctionne tout le temps comme ça. À l'inverse, des mecs qui ont été des stoppers, on se rend compte 4 ans après qu'ils défendent plus un caillou, alors que ça faisait déjà 4 ans qu'ils étaient plus capables d'arrêter personne, quoi. Ouais, les mises à jour sont plus lentes dans ce sens que dans l'autre. Enfin, dans les deux sens, c'est différent. Mais après, de toute façon, même aussi, j'y pense à un autre truc, mais pour le côté jeu à risque, je pense que pour son propre bien, sans même parler de blessure, à un moment, il faudra qu'il évolue son tir. Ça a été notamment un gros défi pour John Wall et pour Derrick Rose. Ça le sera aussi pour Ja Morant. Il avait montré... Là, il n'est pas très bon à 3 points cette saison, mais bon, a priori, c'est quand même un axe du jeu qui va continuer à faire progresser. Ça va être un vrai défi aussi pour les Grizzlies. Ils n'ont pas de très gros shooters à 3 points. On sait à quel point ça peut être important en playoff. Ça peut être aussi une certaine limite, mais voilà, Bane, Morant, ils ont 23, 24 ans, c'est des joueurs qui peuvent continuer à progresser, et tu peux avoir un joueur sacrément complet, sacrément intéressant, entre le leadership, sa personnalité et ce qu'il fait sur le terrain. Tu as quand même une vraie superstar en tout cas. Clairement. Écoutez, je pense que ça sera le mot de la fin pour cet épisode. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. N'oubliez pas, les mardis soirs, la Late Session animée par Shai Mamou, Antoine Pimel sur notre chaîne Twitch. Si vous cherchez les liens, vous cherchez tapez Basket Session dans Twitch, ou vous allez sur la bio, que ce soit sur Twitter, sur notre bio Instagram ou autre, vous trouverez les liens dans la bio tout simplement. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, à nous suivre, quelle que soit la plateforme, à en faire parler autour de vous, ou simplement à nous laisser des commentaires pour nous dire s'il y a des choses qui vous plaisent, d'autres qui vous plaisent moins, des sujets que vous voudriez qu'on aborde. Nous, on est bien sûr ouverts à toutes vos suggestions. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours au rendez-vous avec, je l'espère, un back-to-back de Shai Mamou de retour comme jamais, en espérant qu'Antoine du coup parte pas sur la liste des blessés, ou moi non plus. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.